Bonjour et bienvenue dans Exclusif, l'émission de grandes interviews de France 24. Nous sommes à Brasilia, au Planalto, au palais présidentiel. Notre invitée est Dilma Rousseff, la présidente du Brésil. Madame la présidente, merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Avant d'être présidente, vous avez été une militante d'extrême gauche. Vous avez été emprisonnée, torturée sous la dictature militaire. Vous avez ensuite poursuivi une carrière d'économiste avant de vous lancer en politique au Parti des Travailleurs. Lorsque Lula a été élu, il vous a nommé ministre de l'Énergie. Vous avez été ensuite directrice de son cabinet civil avant de lui succéder à la présidence, ici en 2010, et d'être réélu pour un deuxième et dernier mandat en octobre dernier. Je vais commencer par le sujet qui agite toute la planète, à savoir le grand scandale qui éclabousse le football mondial. La Fédération internationale de football, son chef Sepp Blatter a dû démissionner. Un scandale de corruption concernant le choix de l'organisation des pays de la Coupe du Monde, des droits de télévision, bref, un énorme scandale qui touche aussi le Brésil, avec certains très hauts dirigeants du football brésilien impliqués. Quel est votre jugement sur ce grand scandale dont on parle dans le monde entier? Tout d'abord, je crois qu'il est essentiel de faire toute la lumière sur ce scandale concernant des faits de corruption au sein des organisations internationales du football, y compris ici au Brésil. Je crois que pour le football brésilien, c'est absolument indispensable. Cette question est essentielle parce que le football n'est pas qu'un sport. Ce n'est pas seulement un sport aujourd'hui, c'est aussi une industrie. Et cette industrie du football doit être régulée, elle doit être ouverte, transparente, et ce pour que ceux qui vivent leur passion du football, qui soutiennent leurs équipes, puissent avoir la certitude absolue que l'argent qu'ils dépensent, tout le spectacle que cela engendre, sera utilisé au bénéfice de qui? Eh bien, des clubs, des athlètes, et non à une ou deux personnes. Pour vous, est-ce que c'est la preuve qu'il y a quelque chose de vraiment pourri dans le football mondial et aussi au Brésil, et qu'il faut déclencher peut-être une sorte d'opération main propre pour vraiment nettoyer le football et faire en sorte que, comme vous dites, les supporters voient un sport qui ne soit pas pollué par l'argent? Écoutez, moi ce que je crois, c'est qu'il est important d'avoir à l'esprit que les enquêtes ne sont pas terminées. Mais j'ai entendu des indices forts pour que ce processus soit enclenché par Interpol, par le département américain de la justice. En outre, la police fédérale brésilienne elle-même mène actuellement des enquêtes à ce sujet. Moi, je veux croire que, en toutes circonstances, il y aura deux périodes, un avant ces événements et un après. Est-ce que votre gouvernement est prêt, s'il y a des preuves, à engager des poursuites sans limite contre des très hauts responsables du football brésilien, des responsables de clubs, même au sein de la fédération, même si ça concerne l'attribution de la Coupe du Monde au Brésil en 2014, ou un contrat qui avait été passé, par exemple, pour l'équipement de l'équipe du Brésil? Est-ce qu'il n'y aura aucune limite s'il y a des soupçons de corruption au Brésil? Vous pouvez en être sûr. Maintenant, je souhaiterais soulever un certain nombre de points. Pour nous, c'est extrêmement préoccupant. Pourquoi? Parce que le Brésil est le pays qui a remporté le plus grand nombre de Coupes du Monde de tous les temps. Un pays qui, à mon avis, a organisé l'année dernière la meilleure des coupes. Eh bien, ce pays n'a aucune raison de s'engager dans quelque processus de corruption que ce soit
pour que la Coupe revienne au Brésil. La Coupe organisée au Brésil, la Coupe a apporté au Brésil des ressources extrêmement significatives pour l'organisateur. Nous, le Brésil, avons fait une Coupe du Monde forte de tous nos efforts pour construire des aéroports, des ports. Nous avons construit un véritable héritage. Et tout ce qui concerne cette enquête se fait dans l'intérêt supérieur du peuple brésilien. Parce que c'est avec les ressources du peuple brésilien que ce processus s'est déroulé et que tout cela s'est produit au Brésil. Et cela a généré énormément d'argent durant la Coupe du Monde. Et c'est excellent pour tout le monde à partir du moment où cela se fait de manière absolument transparente. Et j'espère que c'est le cas. Parce que, dans le cas contraire, vous pouvez être certain que le gouvernement a tout intérêt à identifier les responsables et à les sanctionner, ce qui permettra de garantir de fait une autre atmosphère pour le football brésilien. Je veux en venir au prochain sommet entre les pays d'Amérique latine et l'Union européenne, qui doit se dérouler à Bruxelles très bientôt. Il y a un sujet dont vous avez beaucoup parlé ces derniers temps, c'est l'accord commercial entre l'Union européenne et le bloc du Mercosur. Ça fait des années qu'on négocie, les négociations, disons-le franchement, sont bloquées au point mort. Il doit y avoir une réunion à ce sujet. Vous avez affirmé récemment que votre objectif, c'est que cet accord soit signé à la fin de l'année 2015. Alors, expliquez-moi comment un accord qui est bloqué depuis des années pourrait se débloquer tout d'un coup. Est-ce que vous avez une recette miracle? Moi, je crois en l'ensemble des informations qui me sont transmises, à savoir celles que les pays de l'Union européenne sont prêts à soumettre leurs propositions d'accord, l'offre commerciale. Et dans ce cas, je suis convaincue que nous disposons de tous les moyens pour pouvoir faire notre offre. Du côté de l'Union européenne comme du Mercosur, il peut y avoir des différences d'un pays à l'autre, parce qu'il est impossible que tous les pays de l'Union européenne partagent, je dirais, une même proposition ou parviennent au même profil. Cependant, il est essentiel que nous fassions la preuve qu'il est possible de parvenir à un accord du côté du Mercosur comme de l'Union européenne. Et que se passe-t-il actuellement? Moi, je crois qu'il faut prendre date. C'est le moment. C'est un processus qui se construit. Il reste à savoir si l'Union européenne est prête. Au sein de l'Union européenne, tous les pays sont prêts. Alors, il y a quand même un problème, enfin, il y a une règle dans le Mercosur qui fait que pour ce genre d'accord, il faut que tous les membres du Mercosur soient d'accord. Il m'a semblé comprendre que vous réclamez, avec certains autres pays du Mercosur, peut-être l'Uruguay, le Paraguay, peut-être plus de flexibilité. Et est-ce que ça veut dire que si vous voyez que dans le Mercosur, il y a un blocage et qu'on n'arrive pas à en sortir, vous seriez prêt à ce que le Brésil signe un accord séparé avec l'Union européenne? Le Brésil n'a pas l'intention de signer aucun accord seul. Que ce soit le Brésil ou l'Union européenne, nous partageons une même règle de flexibilité. Ce qui est possible de faire, eh bien, c'est de parvenir à un accord différencié d'un pays à l'autre. Je veux passer à un autre sujet, les États-Unis. Vous devez vous y rendre à la fin du mois. On se souvient qu'en septembre 2013, il y a eu les révélations sur l'espionnage des États-Unis. Vous aviez annulé une visite d'État à l'époque. Vous aviez exigé des excuses publiques. Elles ne sont jamais venues de la part de la Maison-Blanche. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est pardonné avec les États-Unis à ce sujet-là? Quand j'ai appris l'existence de ces écoutes du gouvernement brésilien et des entreprises brésiliennes. Sur vous-même d'ailleurs. Du gouvernement brésilien. Moi aussi j'ai été écoutée, mais je n'étais pas la seule. Le gouvernement l'a été. Et la Petrobras, la première entreprise brésilienne, pétrolier. Nous considérons que cette question de la sécurité et des écoutes est essentielle. Nous avons pris une série de mesures avec les États-Unis. Ces négociations ont entraîné une série de mesures.
dont la suspension des écoutes à partir d'un moment bien déterminé à l'encontre de pays dits amis. C'est ce qui s'est produit par exemple pour l'Allemagne, si je ne m'abuse. Et au fil de mes conversations avec le président Barack Obama, qu'avons-nous décidé? Eh bien, il a été décidé, tout d'abord, que ces écoutes, à partir du moment défini ensemble, ces écoutes qui, donc, ne se produiraient plus, telle a été la décision du gouvernement Obama. Et nous avons souhaité mettre l'accent sur cette problématique parce que c'était notre préoccupation majeure. Et à partir de là, le président Obama lui-même m'a dit « Si nous avons besoin d'une information, quelle qu'elle soit sur votre pays, je vous appellerai. » En 2 mots, est-ce que vous faites confiance à Barack Obama sur ce sujet-là? Aujourd'hui, quand il vous dit « on n'espionne plus le Brésil, sinon on vous prévient », vous le croyez? Je lui fais confiance. Le président Obama n'autorisera plus jamais cela par rapport au Brésil. Pourquoi lui fais-je confiance? Eh bien parce qu'il me l'a promis. Je veux passer à un autre sujet qui concerne aussi Barack Obama, Cuba. Beaucoup ont qualifié le réchauffement des relations avec Cuba d'historique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que vous pensez que ça ira au bout, à savoir ce que réclament depuis longtemps de nombreux dirigeants latino-américains, même européens, à savoir la levée de l'embargo qui, elle, dépend du Congrès américain? Moi, je crois que l'initiative du président Obama, du président Raúl Castro, aidée en cela par le pape François, a été un pas extrêmement important pour toute l'Amérique latine, pour le Brésil et pour le monde. Pour notre région, c'est comme si l'on actait la fin de la guerre froide. Et je salue, au passage, le président Hollande, parce qu'après 30 ans, il est le premier chef d'État européen à se rendre à Cuba. Et pour ma part, je crois qu'à partir de maintenant, nous devons nous battre pour la levée de l'embargo. Donc, la venue de chef d'État, la fin de l'embargo de fait est quelque chose de fondamental. Cuba, en effet, a toutes les conditions entre les mains pour entrer de manière durable, je dirais, dans une nouvelle ère. Cuba a l'indice de développement humain le plus élevé d'Amérique latine. Cuba a également un niveau d'éducation et de santé extraordinaire. Maintenant, je crois qu'il s'agit de partenariats pour que Cuba puisse se développer au niveau commercial, industriel. Mais il faut aussi lever l'embargo. L'Europe a un rôle stratégique à jouer. Mais il faut quand même la levée de l'embargo, et ça reste quand même très difficile. Je crois que c'est en effet ce qui manque et qu'il est important que le Congrès américain soutienne le président Obama dans ce sens. Nous avons aussi à soutenir les Cubains dans leur développement économique, en direction d'une économie plus dynamique et qui s'intègre au monde. Je veux en venir à la situation au Brésil. La situation économique est plutôt mauvaise. La croissance est en berne. On prévoit moins 1%, moins 1,2%. L'inflation est en hausse. Les taux d'intérêt augmentent. Vous avez lancé un grand plan d'austérité de quelques 70 milliards de réals. C'est évidemment quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé d'une présidente d'un parti de gauche. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Vous n'aviez plus du tout le choix. La situation était telle qu'il fallait prendre des mesures d'austérité. Un gouvernement quel qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite ou centriste, quand il comprend, et il est à mon avis essentiel
qu'un gouvernement de gauche puisse le prouver. Quand ce gouvernement comprend qu'il faut faire des changements, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il ait le courage de le faire. Ce que nous sommes en train de faire précisément est d'avoir le courage de procéder à ces ajustements forts pour que nous puissions renouer ensuite avec la croissance de manière plus rapide. Pourquoi? Parce que pendant que tout cela se produisait, ici au Brésil, nous avons fait face à de nombreux autres événements. Par exemple, nous avons connu la plus grande sécheresse des 50 dernières années dans le nord-est du pays et la plus grande sécheresse du siècle dans le sud-est du Brésil, alors même que c'est dans le sud-est que se concentrent les plus grandes réserves d'eau de notre pays. Tout cela a entraîné une hausse du coût de l'énergie. Et cette hausse du coût de l'énergie a entraîné une progression de l'inflation. Alors que devons-nous faire maintenant? Nous devons changer de politique. Mais en parallèle, nous allons maintenir les conquêtes sociales et les investissements. Les coupes auxquelles nous avons procédé se font plutôt dans la réduction de l'ampleur qu'en jouant sur le développement déjà accompli. Est-ce que vous allez maintenir cette ligne d'austérité? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des mesures pour réduire pas mal de bénéfices sociaux. Est-ce que vous dites aux critiques, au sein même de votre parti, que vous allez continuer parce que, comme vous dites, c'est nécessaire et c'est ça d'être courageux en politique? Ou alors est-ce que vous allez quand même devoir entendre ces voix de gauche qui vous disent Dilma Rousseff a oublié qu'elle est une présidente de gauche? Écoutez, moi je crois que ça arrive. Ça arrive souvent. C'est arrivé à de nombreuses reprises dans le monde. C'est arrivé par exemple à Mitterrand. Moi je crois qu'un gouvernement de gauche doit faire la preuve de sa capacité non seulement à mener une politique sociale, mais aussi à réussir une politique macroéconomique de stabilisation. Pourquoi? Eh bien, parce que nous, gouvernement de gauche, nous nous sommes engagés à ne pas élever ni le chômage ni des impôts absurdes, comme cela se produit dans de nombreux pays d'Europe. Nous devons nous efforcer de réduire l'impact de ces mesures sur les politiques sociales. Procéder à des ajustements ne paralyse pas un gouvernement. Cela n'empêche pas ce gouvernement d'agir, ni n'empêche qu'il investisse dans des infrastructures ou dans des politiques sociales. Ce que fait notre gouvernement est de réduire le niveau de dépenses. Dernier gros sujet que je voudrais aborder, c'est évidemment le grand scandale Petrobras, un scandale immense, il faut bien le dire, de corruption, tout un système qui a été mis à jour par des enquêtes d'un juge, de la police, de pots de vin, de compagnies de construction qui contractaient avec Petrobras et des rétrocommissions à des partis politiques, y compris votre parti politique. Certains anciens dirigeants de Petrobras ont même dit que votre campagne de 2010 avait bénéficié de ce système. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez été à la tête de Petrobras pendant des années et beaucoup ont du mal à croire que vous n'étiez pas du tout au courant de tout ce système qui se dévoile depuis quelques mois ici au Brésil. Quelle est votre réponse? Juste une précision. Moi, je présidais le conseil d'administration. Voilà, je n'étais pas présidente de l'entreprise. Ce que je pense du scandale de Petrobras, eh bien, il concerne des employés de la Petrobras qui étaient en cheville avec des entreprises, des partis, pour tirer des avantages. Cela ne s'est pas produit avec toutes les entreprises, ni en lien avec certains partis, avec tous les membres du parti en question. Toutes les campagnes réalisées au Brésil bénéficient d'une contribution de toutes ces entreprises. Je ne vois pas pourquoi seule la mienne serait ainsi mise en avant. Lorsque cela se produit, il s'agit d'une activité politique, à savoir qu'on essaye de mêler ma campagne à tout cela. Il n'y a absolument aucun indice qui le prouve. Non seulement en 2010, mais aussi en 2014. Tous les candidats qui étaient mes rivaux ont reçu de l'argent de la part d'entreprises de manière légale.
parce que cela a été approuvé, les comptes de campagne ont été approuvés par le tribunal électoral supérieur. Mais ce n'est pas de cela que je voudrais parler. Je voudrais parler de la Petrobras. La Petrobras a connu un grand scandale. Des ministres de mon gouvernement, ces personnes qui aujourd'hui sont incarcérées, je les ai renvoyées. Après 1 an de gouvernement, je les ai renvoyées au début de l'année 2012. Je pense à ces personnes qui sont incarcérées aujourd'hui. En outre, il est extrêmement important de bien comprendre que l'entreprise Petrobras compte plus de 30 000 employés. 5 individus sont incriminés. Le scandale de la Petrobras n'est donc pas le scandale de la Petrobras. C'est le scandale d'un certain fonctionnement au niveau de la Petrobras. Si jamais les enquêtes qui sont en cours prouvent d'une façon ou d'une autre que vous saviez ou que vous étiez lié à ce mécanisme de financement illicite des partis politiques, est-ce que vous seriez prêt à en tirer toutes les conséquences? Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne répondrai pas à cette question parce que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Je sais que je n'y ai rien à faire. Je sais ce que je fais et je lutterai jusqu'à la fin pour montrer que je ne suis absolument pas liée à cela. J'ai une histoire derrière moi en ce sens. Jamais je n'ai été accusée de quelque mauvaise action que ce soit. Donc ce n'est pas une question de si, il n'y a pas de si qui tienne, je ne suis pas liée à cela. Je vais venir à un sujet, celui des femmes en politique. Vous êtes à la tête de la première puissance d'Amérique latine. Angela Merkel est à la tête de la première puissance de l'Union européenne. Et peut-être, l'année prochaine, il y aura des élections aux États-Unis et il y aura peut-être une femme à la tête de la première puissance mondiale, Hillary Clinton. Je vois que vous souriez. Est-ce que c'est parce que, pour vous, ce serait sans doute la preuve que les femmes gouvernent aussi bien ou peut-être même mieux que les hommes? Je n'entrerai pas dans ce débat, à savoir qui gouvernerait le mieux. Mais j'aimerais dire que de fait, il est très important pour les femmes que des femmes du niveau Angela Merkel et, dans le cas des élections aux États-Unis, une femme de la compétence, Hillary Clinton, de fait, va certainement améliorer la manière dont les femmes se voient. Je voudrais vous raconter une histoire. Pendant ma campagne électorale, une dame s'est approchée de moi avec une fillette de 12 ans. Elle n'allait pas voter pour moi. La jeune fille s'appelait Vitória, Victoire, et j'ai trouvé son prénom très intéressant. Et elle m'a posé une question, Victoire. Est-ce qu'une femme pourrait être présidente? Et cette question que m'a posée Victoire, la question d'une petite fille à une femme qui se présentait au présidentiel, moi, je pense que cela a prouvé à Victoire que non seulement il était possible qu'une femme se présente, mais aussi qu'elle soit élue présidente. Et donc je suis convaincue que, d'un point de vue symbolique et du point de vue de l'autonomisation des femmes, il est important qu'une femme soit présidente. Il y a un sujet au Brésil dont on parle souvent, c'est le sujet de l'avortement. Il est légalisé dans un nombre très limité de cas. Vous étiez prononcé il y a quelques années, avant d'être président, peut-être pour une forme de légalisation. Est-ce que vous pensez que sur ce sujet-là, qui fait qu'il y a beaucoup d'avortements clandestins au Brésil, beaucoup de femmes en meurent, il est nécessaire que la société évolue? Écoutez, aujourd'hui au Brésil, la loi autorise l'avortement. Très limité. Dans certains cas, très importants. C'est autorisé. Par exemple, en cas de malformation, la Cour suprême en a décidé. Ainsi, d'ailleurs, justement. La loi donc l'autorise en cas de violence faite à la femme également, ce qui entraîne une situation particulière. Moi, je crois que le Brésil aujourd'hui va entrer dans un processus long d'évolution en la matière. Si aujourd'hui vous faites un sondage, il est possible que toutes les femmes ne défendent pas
cette position. Moi, je crois qu'il s'agit là d'une question dans laquelle l'État n'a pas à intervenir. L'État fédéral n'a pas à entrer là-dedans. Nous devons garder pour nous ce que nous pensons et ne pas entrer dans ce débat. Mais vous, en tant que femme? Moi, en tant que femme, je suis présidente. Et c'est cela être présidente. En tant que femme, je suis présidente. Très bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Molto obrigado. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous. Merci à vous d'avoir regardé cette grande interview sur France 24. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.